Alors, donc on va aborder donc Windows 10 et Office 2016. Donc ce séminaire est animé par Florent Martial, consultant infrastructure au sein de Neos SDI, et je suis Sandra Michel, responsable marketing. Bonjour tout le monde. Alors je vais commencer par une brève présentation sur Neos SDI pour ceux ou celles qui ne nous connaissent pas encore. Donc Neos SDI est un cabinet de conseil spécialisé sur les technologies Microsoft et qui a été créé donc en 2001. On intervient sur une très large partie des offres Microsoft. Nous travaillons sur des projets liés à l'infrastructure, refonte de SI, communication unifiée, sur des projets collaboratifs et de mobilité, ou encore sur des projets de développement applicatif, sur de la BI ou encore bien du CRM. Dans le cadre de nouveaux projets, de nouvelles solutions mises en place chez nos clients, et qui demande une adoption des utilisateurs. Nous proposons aujourd'hui des services sur la partie accompagnement changement et également sur la partie formation. Et dans la continuité de ces projets, nous pouvons également vous fournir une aide sur la partie support et maintenance qui est assurée par notre centre de service. Alors nous attachons une grande importance sur les certifications de nos consultants, comme vous le voyez sur la slide qui apparaît. On a été classé par la dernière étude du magazine Redmond Channel Partner 11e au rang mondial et premier en France des partenaires certifiés Microsoft. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près donc 190 collaborateurs et en 2014, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros. Donc notre siège est basé à Paris, rue Aubert, et nous avons également une agence à Lyon, Toulouse, Dijon, où se trouve notre centre de service. Donc ici sur cette slide, vous voyez voilà les différents domaines d'intervention. Donc ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas une liste exhaustive. Donc on intervient sur la partie voilà infra, tout ce qui est développement logiciel, la partie collaboration avec SharePoint, la mobilité qui est une forte tendance aujourd'hui, tout ce qui est application, la partie CRM, les communications unifiées. Donc c'est voilà sur une grande palette des solutions Microsoft. Donc je vais laisser la main à Florent pour le déroulé de notre séminaire. Merci Sandra. Donc je vais prendre le relais. Hop. Donc j'espère que tout le monde m'entend bien. Normalement c'est bon. Windows 10, la vision de Microsoft a été de proposer vraiment une plateforme convergente, donc rassembler des systèmes d'exploitation qui pouvaient être un peu éclatés selon les différents univers, un pour le téléphone, un pour la partie desktop, pour les consoles, etc. Donc là, ça a été vraiment de créer Windows 10 donc au centre de tout, que ce soit pour les consoles, les desktops, pour tous les devices, tout tourne sur le même noyau à base de Windows 10. Alors, vu que Microsoft a tout sur le même noyau, qu'est-ce que ça implique? Alors donc l'idée c'est que les applications fonctionnent de la même façon partout. On le verra un peu plus tard avec les Universal Apps. Garder la même expérience utilisateur, que ce soit sur téléphone, sur laptop, sur toutes vos expériences, les mêmes applications qui fonctionnent pareil. L'adaptation automatique des applications à taille d'écran, donc comme on vous a dit, garder vraiment la même expérience utilisateur, pas avoir des fenêtres avec un design sur téléphone, avec un autre design sur desktop, que les utilisateurs soient perdus, etc. Pour pouvoir faciliter les conduites du changement, par exemple. Détection du passage au mode tablette sur les périphériques hybrides. Donc pour ceux qui ont des Surface Pro par exemple, il suffit donc pour des scénarios hybrides, on débranche le clavier, hop, la Windows 10 passe en mode tablette. On peut également forcer ce mode tablette avec un petit bouton pas à droite de votre écran pour ceux qui sont déjà sur Windows 10, pour pouvoir avoir un aperçu vraiment en mode tablette sans avoir un desktop derrière qui nous perturberait, etc. Avoir une expérience vraiment très fluide, tout en gardant les mêmes fonctionnalités. Et l'expérience desktop avec un mobile Windows 10, il y a un zéro qui n'est pas passé dans la slide. Donc pour ceux qui ont des Windows Phone 10, ceux qui ont suivi les dernières conférences de Microsoft, il y a eu en présentation ce qu'ils appellent Continuum. En fait, Continuum regroupe tout ce que je viens de vous dire.
Donc la possibilité de brancher votre téléphone qui tourne sur Windows Phone 10 sur ce qu'on appellerait un dock, communément un tout petit boîtier avec relié dessus un écran, clavier et souris par exemple. Et grâce à ça, ça vous permet d'avoir un bureau Windows 10 comme sur votre périphérique, sur votre laptop par exemple. Et d'avoir également les applications à disposition que vous avez sur votre téléphone, mais en expérience bureau. Donc comme on l'a dit, les applications sont les mêmes, seulement la présentation change selon le type d'écran. Donc là, on voit par exemple dans la slide, c'est réellement un cas d'utilisation possible, avoir Excel mobile qui s'affiche sur votre écran, avoir un rendu typiquement comme Excel mobile sur desktop. Donc pour cela, un nouveau type d'application est apparu, ce qu'on appelle les Universal Apps, des applications qui exécutent de la même façon, que ce soit sur téléphone, tablette, bureau, ça peut aussi être Xbox, sur de l'IoT aussi, l'informatique embarquée, qui tournerait sur Windows 10. En fait, seul le design de l'application s'adapte au type d'écran, mais l'application reste la même. Donc, grâce à ça, ça va vous permettre une continuité vraiment pour vos utilisateurs selon l'environnement dans lequel ils se trouvent. Alors, les nouveautés les plus visibles, que ce soit pour les pros ou pour le grand public, tout confondu. Donc, le menu démarrer, qui a été tant demandé, qui a fait tant polémique. Donc, qui permet à la fois de retrouver un environnement plus traditionnel desktop avec la partie gauche, avec les documents, etc., une navigation simplifiée, tout en gardant un pied dans le futur, ce qu'on pourrait appeler, avec toute la partie moderne app, avec les tuiles dynamiques, etc. Ce qu'on pouvait retrouver sur les expériences sur téléphone. Donc là, en fait, la partie que vous voyez, ça s'affiche également quand vous branchez votre téléphone sur un écran. Euh, Toute la partie que vous allez retrouver là, en fait, c'est la partie qu'on voit sur votre téléphone Windows Phone 10. La partie, toutes les applications que vous avez épinglées, etc., ça se retrouvera là. Donc ça va vous permettre de vraiment de vous y retrouver complètement, peu importe l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Les applications modernes ou métro, le terme plus ancien chez Microsoft. Les applications modernes, pareil, ne sont plus une obligation de s'afficher en full screen ou en écran ou sur une partie de l'écran. Là, elles sont vraiment en mode fenêtré. Les utilisateurs ne seront plus perdus en utilisant des applications modernes. Ça s'utilise comme des applications classiques, sachant qu'ils peuvent aussi bien l'utiliser en mode tablette, sur ce téléphone, etc. Donc, gardez vraiment la même expérience, peu importe si c'est des applications traditionnelles Win32 ou des applications modernes qui viennent du store. Donc, le Smart Snap, c'était déjà apparu avant la fonctionnalité de pouvoir glisser un programme sur une partie de l'écran. Donc typiquement, avant on faisait glisser un programme à droite, ça l'épinglait de cette façon-là, donc avec l'application. Et après, il fallait reprendre une autre application qu'on voulait partager et la mettre sur un autre côté. Là, en fait, c'est géré un peu plus intelligemment, c'est-à-dire qu'on épingle une application sur une partie de l'écran et Windows va nous proposer de choisir l'application qu'on veut épingler de l'autre côté directement. C'est ce qui s'appelle le Smart Snap. La partie donc Task View, c'est pour switcher d'un programme à l'autre. Ça va vous permettre de naviguer, d'avoir un aperçu de tous vos programmes exécutés couramment. Avec ceci, une grosse nouveauté de Windows 10 qui était demandée depuis longtemps, c'est la possibilité d'avoir des bureaux virtuels. Pour organiser vos espaces de travail, avoir un bureau virtuel où vous avez toute votre suite Office d'ouverte, une partie avec vos applications métiers, etc. Donc là, c'est complètement possible. On peut créer un nombre infini de bureaux virtuels et basculer de l'un à l'autre, simplement, et les créer facilement aussi. Alors, la navigation sur Internet, qu'est-ce qui va changer avec Windows 10? Donc, pour les applications traditionnelles qui s'exécutent, on va dire les applications d'entreprise, on a toujours IE 11 avec le support des versions antérieures à travers le mode entreprise. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui permet d'exécuter des applications web en utilisant les anciens moteurs d'IE pour une rétrocompatibilité. Donc le navigateur, plus pour les applications métiers, etc., ça va être IE 11 qui continue à être maintenu et qui continuera à être maintenu avec des mises à jour de sécurité, etc. Et à côté, pour tout ce qui est web moderne, compatibilité avec les nouveaux
les nouveautés du web, on va dire. Donc Microsoft Edge, qui lui est un peu, on va dire, le futur d'IE11, qui qui n'a plus les fonctionnalités qui alourdissaient IE11, à savoir tout ce qui est ActiveX, plugin, etc. Tout ça, c'est du passé. On n'a plus d'ActiveX pour venir parasiter le navigateur, etc. Les plugins, c'est pas prévu que ce soit intégré aujourd'hui. Après, dernièrement, il y a eu des annonces comme quoi ça allait être intégré dans le futur. Bon, pour l'instant, ce n'est pas intégré. Et également, donc, des fonctionnalités améliorées comme la notation des pages web. Donc, que ce soit avec un clavier ou avec un stylet, on peut prendre des notes sur une page web, la partager, etc. Des optimisations pour le tactile, l'intégration de Cortana pour accélérer les pages web, etc. Donc, c'est vraiment le navigateur moderne de Windows 10. Mon conseil, bien évidemment, avant de passer à Windows 10, c'est de migrer et d'assurer la compatibilité des applications, je parle pour les entreprises, vers i11. Donc si les applications web ne sont pas compatibles avec i11, ne migrez pas vers Windows 10. Migrez déjà toutes vos applications métiers ou assurez-vous de leur compatibilité à travers le mode entreprise, par exemple, vers i11 et seulement après, il faut envisager de passer à Windows 10. Donc un bref aperçu de Edge. Donc là c'est une ancienne capture d'écran, c'est pour ça qu'on voit le petit logo du projet Spartan, anciennement son nom. Donc là on voit vraiment un navigateur épuré avec la possibilité donc de prendre des notes, etc. Tout ça synchronisé, ça va être synchronisé dans le cloud. Et là, il y a aussi toutes les fonctionnalités qu'on retrouve dans OneNote, savoir le surlignage, les prises de notes, etc., qui sont intégrées directement dans le navigateur. Donc, et ça peut être sauvegardé exactement de la même façon ou être importé dans votre OneNote pour ceux qui utilisent OneNote. Donc ça permet vraiment d'avoir une interaction avec les pages web actuelles. Cortana, on va passer rapidement dessus, c'est l'assistant pour votre ordinateur qui gère aussi bien, ça peut aussi bien gérer vos rendez-vous, les interactions avec des applis tierces maintenant. Vous pouvez lui poser une question, etc. C'est vraiment un assistant qui va vous permettre, qui s'améliore de jour en jour et qui permet aussi de garder une expérience commune avec votre Windows Phone 10. Qu'est-ce qui change au niveau de déploiement? Alors, niveau compatibilité des applications, que ce soit entreprise ou des applications tierces et des appareils. Alors, donc les conditions requises au niveau hardware ne changent pas. C'est-à-dire que si c'est compatible Windows 7, il y a de très grandes chances que ce soit compatible Windows 10. Pareil, si c'est compatible Windows 8, 8.1, alors là c'est sûr que ça va fonctionner. Sauf exception pour des matériels très particuliers type Pentium D, etc. Forte compatibilité des applications pour poste de travail. On n'a pas un tel gap qu'entre les migrations XP à 7. Typiquement, il n'y aura pas d'énormes projets de remédiation de compatibilité applicative. Il faut quand même s'assurer de la compatibilité, bien évidemment, mais le gap est beaucoup moins important. Les applications du Windows Store sont compatibles, donc c'est rétroactif, c'est-à-dire les applications du Store Windows 8 vont être compatibles Windows 10, etc. Donc pour ceux qui utilisaient déjà ces applications-là, elles vont être adaptées à Windows 10, c'est-à-dire typiquement les modes fenêtrés, etc. Ça va arriver dans les applications du Windows Store de façon naturelle. Et donc pour la plus grosse problématique de compatibilité, ça va être l'investissement donc dans Internet Explorer pour les entreprises. Donc pour ceux qui utilisaient encore du IE9 par exemple, il faut envisager de migrer à IE11 et de vous assurer la compatibilité avant de migrer à Windows 10. Les options de déploiement. Alors, le scénario traditionnel qu'on a tous connu sur les migrations XP à 7 par exemple, ce qu'on appelle le wipe and load, c'est effacement et installation. Donc là, c'est un des scénarios les plus utilisés en entreprise. C'est-à-dire on backup les données de l'utilisateur, on efface le système, on réinstalle le nouveau et on restaure les données. Donc là, ça ne bouge pas, ça existe toujours. Le in-place upgrade, donc déploiement sur place, là c'est typiquement c'est le scénario de on installe Windows 10 par-dessus la couche existante Windows 7, 8, 8.1.
tout en conservant donc toutes les données de l'utilisateur, les paramètres, les applications, les drivers, etc. On migre à Windows 10. Les améliorations qui ont été apportées sont surtout pour rassurer les utilisateurs, c'est-à-dire qu'en cas de dysfonctionnement ou que l'utilisateur n'est pas satisfait, qu'il y a eu un problème dans le déploiement, etc., nativement, on dispose de 30 jours en fait pour restaurer l'ancien système. Donc quand on fait un in-place upgrade, ça va backuper tout le système, tout l'ancien système, le stocker quelque part. C'est pour ça que des fois il y a des gens qui se sont plaints d'avoir beaucoup moins d'espace disque en ayant migré sur Windows 10, parce qu'il y a un backup de l'ancien système qui reste par défaut 30 jours sur le système avant d'être supprimé. Donc ça vous laisse 30 jours pour faire marche arrière si l'utilisateur n'est pas satisfait par exemple. Et une fois ça, si la restauration a eu lieu, il retrouve son ancien système sans souci. S'il en est satisfait, on peut supprimer tout à fait l'ancien système pour gagner quelques gigas. Et nouveau scénario, la mise en service. Donc c'est des scénarios qu'on rencontre de plus en plus en entreprise, sur des scénarios de Bring Your Own Device. Typiquement, l'utilisateur a soit son ordinateur tombe en panne, on va dire, soit on lui procure on lui envoie un nouveau laptop, mais il n'est pas configuré, il est en OEM. Donc là, on a la possibilité de pousser à travers un package très léger de configuration, pousser les politiques de sécurité de l'entreprise, les applications, le basculer également sa licence de Windows 10 Pro à Windows Entreprise pour qu'il soit compatible avec les prérequis de l'entreprise, la suppression des éléments inutiles, l'ajout d'applications, tout ce qui est configuration réseau, les VPN, etc. Juste avec un package, on peut configurer son poste de travail pour qu'il soit opérationnel. Donc voilà, donc ça c'est des packages qu'on appelle des PPKG qui se créent de façon différente. Donc la solution la plus facile à utiliser, c'est ICD. Alors c'est l'outil de conception de déploiement, je crois, qui est intégré dans Windows AIK pour les outils de déploiement. Donc je vous invite à vous y intéresser ou à nous poser des questions là-dessus. Donc comme on l'a dit, le déploiement traditionnel. Donc là, rien n'a changé. On capture une image Windows 10, on la déploie sur ses postes entreprises. Il n'y a pas de souci. Pour les outils existants, pas de grand changement. On peut très bien utiliser SCCM 2012. Il faut juste le mettre à jour. Pareil pour MDT. Il n'y a aucun souci. Il suffit juste de mettre à jour les outils et ils seront compatibles Windows 10. Mise à niveau sur place. Pareil, on peut déployer la mise à jour sans problème. Et pareil, si vous êtes sur Windows 8, 8.1, on peut déployer également cette mise à jour à travers WSUS sans souci. Il faut juste s'assurer quand même de contrôler à qui on le diffuse. Scénario de mise en service, donc c'est ce que je vous ai dit. On peut également, vu que c'est le même noyau, comme je vous l'ai dit et que je vous le répéterai certainement, ce qu'on appelle les PPKG, donc les packages de configuration du device, ça s'applique aussi bien à des laptops, des desktops, etc., mais également à tout ce qui est périphérique mobile, type Windows Phone 10. Donc, par exemple, on peut faire un package universel, type, admettons, configurons le VPN et le Wi-Fi en entreprise. Il est possible de le déployer aussi bien sur un téléphone et sur un laptop avec le même package de distribution. Donc on peut le stocker même sur une puce NFC. Donc pour les téléphones, on peut imaginer un profil visiteur. Le visiteur passe son téléphone Windows 10 sur la puce NFC. Il a accès au Wi-Fi guest de l'entreprise de façon sécurisée. On peut imaginer aussi des scénarios comme un prestataire externe qui viendrait dans une entreprise. On peut lui forcer une configuration de sécurité, etc. Des choses comme ça. Alors, on peut déployer ces packages à travers des clés USB, des mails, des cartes SD, etc. Donc, pour vraiment configurer vos périphériques Windows 10, on peut également déployer ce type de package à travers Intune bientôt. Nouvelle interface.
utilisateur. Hop, là je me suis trompé. C'était pas le bon titre. Bon, c'est pas grave. Au niveau administration, qu'est-ce qui change également? Donc, l'arrivée, pour ceux qui ne sont pas au courant, d'Azure Active Directory. Donc, le pendant cloud d'un Active Directory. Ça ne remplace pas un Active Directory, attention. Mais ça peut répondre à certains besoins, notamment donc ce qu'on appelle le Cloud Join. C'est un nouveau scénario qui arrivait avec Windows 10. Il y avait déjà des briques qui existaient avec Windows 8. Donc là, on couvre vraiment tous les scénarios possibles. Donc on voit classiquement rejoindre le domaine de l'entreprise. Donc c'est le scénario classique, l'utilisateur rejoint enfin, le poste dans le domaine, tout ce qui est plus classique et ce qu'on connaît déjà. Rejoindre donc le domaine via Azure Active Directory au premier démarrage. Donc ça, c'est la plus grosse nouveauté de Windows 10. Au premier démarrage de l'OS, on va lui demander si c'est son ordinateur personnel ou si c'est une ressource d'entreprise. S'il met que c'est une ressource d'entreprise, il aura la possibilité de rejoindre soit un domaine classique, soit un domaine Azure Active Directory. Donc c'est-à-dire qu'il peut rejoindre l'AD de l'entreprise au premier lancement de son poste de travail, même après. Il peut rejoindre l'AD de l'entreprise sans être dans l'entreprise, ni être connecté par un VPN et autres. Donc il va pouvoir rejoindre vraiment l'AD, récupérer des politiques de sécurité, accéder à ses ressources d'entreprise directement depuis chez lui à la première configuration, s'il y est autorisé bien sûr. Donc ça va se gérer à travers SCCM, donc Azure Active Directory, c'est la brique la plus importante, et aussi optionnellement les briques de MDM, donc Mobile Device Management, type Intune. Et également, autre scénario, l'ajout de ressources d'entreprise par utilisateur, donc ça c'est plus pour le scénario de Bring Your Own Device. Donc là, le périphérique reste à l'utilisateur, mais on peut lui donner l'autorisation d'ajouter son compte entreprise à son OS et ça va lui débloquer tous les scénarios de SSO par exemple et les politiques de sécurité qui seront poussées bien sûr et tout en restant son périphérique à lui. On va voir après comment ça va être géré. Donc c'est ce que je disais, ce qu'on appelait le Workplace Join avant. Donc là on ajoute une ressource d'entreprise à son périphérique dans du Bring Your Own Device. Ou l'Azure AD Join, donc là c'est vraiment pour les ressources d'entreprise qui appartiennent à l'entreprise, pouvoir rejoindre l'AD, peu importe où on se trouve, pour les profils les plus nomades par exemple, etc. Donc la configuration prérequise, donc il faut une souscription, un abonnement Azure avec un service Active Directory. Apparemment que ce soit free, basique ou premium, ça fonctionne. Un enregistrement DNS pour votre domaine d'entreprise. Donc le Device Registration Enable, ça c'est pour permettre justement à des périphériques qui appartiennent à cet utilisateur-là, par exemple, de s'auto-enregistrer dans l'Azure Active Directory. Et les solutions de MDM type Windows Intune pour gérer ces périphériques-là. Donc ça se présente comme ça, on démarre l'ordinateur au premier démarrage, à qui ça appartient. Donc si c'est iDo, ça va être, si c'est périphérique personnel, ça sera du Bring Your Own Device. My Organization, il va vous proposer donc de rejoindre un domaine Azure ou le domaine d'entreprise. Nouveauté également qui n'est pas encore sortie, qui va arriver prochainement, normalement en novembre, le Business Store, donc un store privé réservé aux entreprises, donc qui va vous permettre, pour faciliter par exemple les achats d'applications, les achats de licences, on pourra aussi bien acheter par carte bleue. Avant c'était la contrainte, c'est que l'utilisateur était obligé de passer par son compte Microsoft. Là ça ne sera plus le cas et l'entreprise pourra également gérer elle-même les licences. Donc de l'achat de volume, également de l'achat par bon de commande pour faciliter les facturations. La centralisation des licences, même pour les applications modernes. Et également pouvoir rendre disponibles des applications qui font partie du store public sans ouvrir forcément vos périphériques vers l'extérieur et vers le store public, ce qui pouvait poser des problèmes par la suite. Donc on peut mettre à disposition des applications qui viennent du store public pour vos utilisateurs dans votre infrastructure privée. Donc voilà. Donc pour les plus petites
cette structure, ça va se présenter sous la forme d'un onglet dans l'application Windows Store classique, d'un onglet privé, qui va permettre de rendre accessibles des applications qui ont été achetées par l'entreprise aux utilisateurs, ou pour les plus grandes structures, donc un store d'entreprise dédié et géré en interne. Donc ça va se matérialiser sous la forme d'un... On ne sait pas encore exactement sous quelle forme, mais ce sera un store privé type SSM. Donc on va pouvoir rendre disponible aussi bien des applications modernes, des applications du Windows Store, mais aussi des applications qui ont été packagées, des applications d'entreprise, tout type d'applications qu'on voulait gérer avant. Là, on va pouvoir faire une symbiose entre les deux et mettre à disposition toutes les applications pour les utilisateurs. Donc il y aura deux types de scénarios, comme je l'ai dit. Donc ce qu'on appelle le scénario online, qui est plutôt réservé tout de même à des petites structures. Tous les utilisateurs auront un compte Azure Active Directory. Tout sera géré par le Windows Store, donc que ce soit les fichiers d'installation, etc. Les mises à jour vont être gérées par Windows Update. Et la gestion des licences va se faire automatiquement à travers un portail dans le cloud qui sera réservé à l'entreprise. Donc l'entreprise pourra suivre l'utilisation de ces licences. Et le scénario offline, pour les plus grosses structures qui ont déjà une infrastructure assez lourde derrière. Donc il n'y aura que les administrateurs qui auront besoin d'un compte Azure Active Directory. Les applications modernes seront téléchargées et déployées donc, par l'infrastructure du client. Donc ça va s'interfacer avec SCCM principalement. Les gestions des licences par contre seront à faire par l'entreprise elle-même, justement avec SCCM. Ça permet tout à fait de faire ça. Et les mises à jour passeront tout de même par Windows Update apparemment. Donc voilà pour le Business Store. C'est pas encore arrivé, ça va arriver en novembre. On a pu voir quelques captures d'écran par-ci par-là, mais pour l'instant, on attend. Ça arrive avec la TH2. Je vous expliquerai ce que c'est juste après. Donc MDM dans Windows 10, la gestion des périphériques mobiles. Ça gère vraiment la vie entière d'un périphérique mobile. Alors ce qu'on entend par périphérique mobile, ça peut être aussi bien un laptop, une tablette, un téléphone, que ce soit sur du Windows Phone 10, de l'iOS, de l'Android également. Donc tout ça c'est géré à travers les outils de MDM type Intune. Donc tout est géré, le cycle de vie, que ce soit l'inscription, les paramètres de sécurité, gestion des applications, les resets à distance, suppression partielle des données, etc. Donc ça, c'est toujours géré, encore mieux qu'avant. Dans Windows 10 également, pour ceux qui sont intéressés par la MDM, je vais passer rapidement là-dessus, il n'y a qu'un seul framework qui gère toute la MDM. Donc c'est la même couche de management, que ce soit pour les GPO, les fichiers PPKG, les MDM de type Intune ou même les MDM de type MDM de solutions tierces. Tout va être sur la même couche applicative sur Windows 10, donc il n'y aura pas de conflit, tout est géré exactement de la même façon. Donc ça évitera les conflits de configuration qu'on pouvait rencontrer avant éventuellement. Les évolutions sur la sécurité. Donc il y a eu énormément de travail qui a été fait là-dessus, justement pour prendre en compte, alors chaque OS Microsoft était adapté à des nouveaux risques de sécurité, Windows 10 également. Donc surtout sur les scénarios qu'on n'avait pas avant du type Bring Your Own Device, où c'était encore marginal. Là on a vraiment eu des efforts de fait sur la sécurisation des données d'entreprise, peu importe où elles se trouvent. Windows Hello, donc qu'est-ce que c'est? On en a entendu beaucoup parler, il y a eu quelques mélanges qui ont été faits. C'est tout ce qui est nouvelles méthodes d'authentification intégrée, donc que ce soit à travers la biométrie, donc avec les lecteurs d'empreintes qu'on connaissait déjà, mais également les nouveaux modes d'identification, donc typiquement la lecture de l'iris. Sur les prochains Windows Phone 10, il y aura une lecture de l'iris pour déverrouiller le téléphone. Et également la reconnaissance faciale. Donc en fait, qu'est-ce que ça va être? Hello va permettre de déverrouiller le compte utilisateur sur le périphérique auquel il est associé. C'est-à-dire que c'est encrypté dans le hardware.
C'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui ont dit enfin, il y a également le code PIN avec Windows Hello. Je l'ai pas mis parce que c'est marginal. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont dit mais pourquoi est-ce que mon empreinte digitale, je suis obligé de l'enregistrer sur tous mes périphériques Windows 10? Tout simplement, donc, d'une part parce que ça utilise les puces TPM des périphériques. C'est encodé donc dans le matériel, avec le matériel, et ça permet justement d'éviter, typiquement si l'utilisateur utilise un code PIN, euh, quelqu'un d'autre le voit utiliser son code PIN, il pourrait utiliser son identité ailleurs. Alors que là, c'est vraiment Windows Hello, c'est son identité sur ce périphérique donné. Donc ça permet justement que même si quelqu'un arrive à falsifier son empreinte, même s'il l'utilise sur un autre PC, il n'aura pas accès. C'est vraiment, faut qu'il ait son empreinte falsifiée plus son périphérique. C'est pour limiter justement les risques liés à la sécurité. Ça fonctionne de pair avec Microsoft Passport. Donc Passport, c'est la gestion des identités dans Windows 10. C'est du SSO qui va vous permettre justement de combiner le SSO de plusieurs applications tierces, que ce soit du métier, des applications privées liées à l'entreprise, etc., du Office 365 et plein d'autres services. Après, c'est à vous de configurer ce type de SSO avec Microsoft Passport. Faut savoir que Windows Hello pour l'instant est réservé au grand public, comme on a pu le voir, mais ça va arriver très prochainement dans les prochaines mises à jour de Windows 10 et ça sera compatible avec Active Directory 2016. Voilà. Petite précision pour la reconnaissance faciale également, il faut des périphériques qui répondent à énormément de prérequis fournis par Microsoft, donc c'est pas n'importe quelle caméra, vous ne pourrez pas vous en servir avec votre caméra, votre webcam ou la webcam de votre ordinateur portable. C'est la prochaine génération de webcam qui va arriver, c'est basé sur deux caméras avec de l'infrarouge pour qu'on n'ait pas justement le syndrome je montre une photo de quelqu'un, ça va le reconnaître. Non, là il y a vraiment une reconnaissance 3D, savoir si c'est une vraie personne qui est devant, etc. Alors, Entreprise Data Protection, qu'est-ce que c'est? C'est justement une des nouveautés également, la possibilité pour les entreprises de segmenter donc les données business et les données privées de l'utilisateur. Les données privées, en gros, on les gère pas, on s'en occupe pas. Les données d'entreprise, on les gère et on maintient la confidentialité, on peut auditer tout ce qui est fuite de données, etc. Et on peut aussi bien bloquer la communication entre les deux, c'est-à-dire qu'on peut dire voilà, mes données d'entreprise de mon appli métier n'ont pas le droit de sortir sur son Facebook. Donc on peut contrôler aussi bien le copier-coller, l'envoi des documents, etc. Donc ça va, on peut auditer la divulgation des données, mais aussi la verrouiller, donc empêcher la divulgation des données. Et ça va s'appuyer sur Azure RMS également. Sécurité, je vous l'ai dit, utilisation donc des conteneurs TPM, à savoir qu'avec la même puce TPM, on peut avoir un conteneur entreprise et un conteneur privé. Donc conteneur privé, typiquement avec son compte Microsoft, son identité Facebook, etc., que l'utilisateur gère à sa façon. Et le conteneur privé avec tout ce qui est donné de l'entreprise. Donc les améliorations de la sécurité, cryptage du périphérique automatique avec les notifications Azure Active Directory. On supporte la sauvegarde des clés BitLocker dans Azure Active Directory, aussi bien qu'avec l'Active Directory classique. Également BitLocker pour les machines virtuelles, donc ce qu'on appelle le VTPM. Possibilité d'utiliser la puce TPM pour vos VM Windows 10. Et enfin, les Windows Phone qui peuvent activer le cryptage sans avoir besoin d'un MDM. Device Guard, grosse suite de sécurité, des grosses améliorations. Je vais passer très vite dessus. Hop. Donc c'est la combinaison des termes de sécurité matériel et logiciel. Donc ça utilise toutes les dernières technologies de cryptage, TPM, etc. C'est pour des scénarios vraiment critiques sur quelques périphériques en entreprise. Il y a tellement de prérequis matériels et tout est trusté d'un bout à l'autre, que ce soit le boot, le BIOS, tout est verrouillé, même les applications, toutes les applications doivent être signées. En fait, c'est une suite de solutions.
Donc avec la liste de ce que je vous ai mis, si vous voulez vous intéresser plus en détail, il suffit de faire une recherche ou de nous contacter, on vous expliquera un peu plus. Donc ça va utiliser à la fois donc les technologies de cryptage TPM qu'on a dit, mais également tout ce qui est virtualisation. Donc il va y avoir des conteneurs virtualisés complètement isolés dans lesquels vos données, le noyau par exemple, va être mis en sécurité, etc. pour limiter complètement l'interaction entre les différents composants. Donc les prérequis matériels sont assez importants. La mise en œuvre est également un peu délicate, doit être bien réfléchie. Comme je vous l'ai dit, toutes les applications doivent être signées, etc. Il faut vraiment réfléchir à la question. Il y a des devices également, des laptops qui vont sortir avec un petit autocollant marqué Device Guard Ready. Ça va vous permettre justement d'identifier facilement les périphériques qui seront compatibles avec ces technologies-là. Mais voilà, après, je ne vais pas m'étaler là-dessus. C'est vraiment réservé pour des scénarios critiques, type ordinateur du CEO ou des ordinateurs très critiques, où on veut vraiment pas qu'il y ait de corruption de données, de virus, de fuite d'informations. Voilà. On est fini pour la sécurité. Il y a beaucoup de choses, hein, donc j'accélère un peu. La gestion des mises à jour, c'est un gros point qui change dans Windows 10 et globalement dans la nouvelle politique de Microsoft. Les mises à jour de sécurité, rien ne change par contre. Tout va se faire au fil de l'eau comme avant. Là, concernant les mises à jour sur Windows 10, c'est un peu plus complexe. Donc, on a des branches de mise à jour. Donc là, je vais vous les détailler un peu. On a ce qu'on appelle la CB, donc la Current Branch. C'est pour tout le monde, que ce soit du home, du pro, du entreprise, de l'éducation. Là, en novembre, justement, va sortir la nouvelle Current Branch, ce qu'on appelle la TH2. Donc, ça va arriver 2 ou 3 fois dans l'année, qui est une grosse mise à jour fonctionnelle qui va arriver, sachant que elle reste à peu près 4 mois sur le market, donc à disposition dans le cloud, et que on peut faire un rattrapage seulement d'une seule version. C'est-à-dire que si on rate, là on est en CB1, la CB2 va sortir. Si on rate la CB2 et que la CB3 sort, on ne pourra pas récupérer la CB2 si on est encore en CB1. Donc on a 4 mois à peu près, enfin un peu plus, pour mettre à jour son périphérique. En gros, ça fait 8 si on arrive en CB1 et qu'on rate la prochaine. Donc il ne faut pas rater les mises à jour fonctionnelles. Elles seront poussées automatiquement via Windows Update ou après c'est à vous de les gérer à travers WSUS. Ça c'est la branche, on va dire, tout public. Ensuite, on a la Current Branch for Business. Là, il y a 2 branches qui restent disponibles sur le store. Donc, elle va être disponible pareil 2 à 3 fois par an. On a 4 à 8 mois pour les appliquer. Donc voilà, là c'est réservé plus à du Windows 10 Pro entreprise. C'est ce qu'on va inciter les entreprises à mettre. Donc typiquement, quand une mise à jour fonctionnelle sort, elle sort d'abord en Current Branch pour tout public. Elle reste 4 mois. Au bout des 4 mois, elle passe en Current Branch for Business et vous avez 4 à 8 mois pour l'appliquer sur votre infrastructure. Donc globalement, vous avez, on va dire, 1 an d'un bout à l'autre si vous l'avez qualifié en Current Branch pour l'appliquer à vos infrastructures. Donc c'est ça qui change principalement. La LTSB, réservée à des systèmes vraiment critiques en entreprise, ça va être une branche de mise à jour qui sortira qui va être maintenue 5 ans, enfin 10 ans en tout, avec le support étendu, réservé à du Windows 10 Entreprise, qui bénéficiera d'un support en dur, mais certaines fonctionnalités seront désactivées, type Cortana, Edge, etc. C'est vraiment pour assurer une continuité, qu'il n'y ait pas de mise à jour fonctionnelle, enfin très peu. Donc pour des systèmes qui sont destinés à ne pas être mis à jour souvent, voire pas du tout. Donc le processus de mise à jour, comme on l'a vu, donc les build engineers, donc ça c'est en interne chez Microsoft. Ensuite, la mise à jour sont diffusées en interne chez Microsoft. Hop. Ensuite, elles sont diffusées à travers le programme Insider, si certains le font encore. Le programme est encore actif, donc à travers une branche fast et une branche slow. Donc pour qualifier les mises à jour fonctionnelles pendant 4 à 6 mois.
À partir de là, on incite les entreprises à lancer une qualification, donc pouvoir avoir une population pilote dans votre entreprise pour pouvoir qualifier. Donc vous auriez 4 mois pour qualifier la mise à jour avant qu'elle passe en CBB. Donc voilà, donc avoir la mise à jour fonctionnelle, la qualifier dans votre entreprise à ce moment-là en phase pilote. Ensuite, la mise à jour fonctionnelle arrive en current branch for business et vous avez 8 mois pour la déployer sur votre parc informatique. Vous pouvez rater une fois le coche, enfin 2 fois, et après elles ne sont plus disponibles sur le store. Donc après, selon votre infrastructure, vous ne pourrez plus récupérer les anciennes mises à jour. Alors on a eu la question, qu'est-ce qui se passe si je rate trop de mises à jour et que les mises à jour ne sont plus disponibles? Normalement, Microsoft a prévu de mettre à disposition ce qu'on appelle des médias de rattrapage. Donc sous quelle forme, on ne sait pas encore. Donc pour en gros rattraper, remettre à niveau son système hors process. Donc voilà. Donc quand déployer, je vous ai dit, on peut faire une phase de pilote en current branch pour votre entreprise. Tout est compatible avec vos anciennes solutions de gestion des mises à jour. Donc on va pouvoir pousser les current branch au moment où on le veut, sur les populations où on le veut, donc les populations pilotes. Et ensuite, une fois que c'est qualifié, on attend que ça sorte en current branch for business et on suit le process de déploiement des mises à jour comme avant. Donc voilà. Après, on garde la insider preview. On peut avoir sur les grosses structures quelques populations pour les mises à jour fonctionnelles, type IT locaux, qui pourraient tester en avant-première, en bêta, les fonctionnalités. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est exactement le même process. Changement de branche, c'est là où ça se complique. Vu qu'en fait la preview va être celle la plus à jour, on va dire, même si c'est une phase bêta, la CB va être encore plus à jour, la CBB un peu moins, etc. Les scénarios de migration vont être les suivants, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas passer de la CBB, Current Branch for Business, à une LTSB par exemple, pour ne plus faire de mise à jour. Il faudra réinstaller Windows complètement, parce qu'on va en fait downgrader le système. Il faut voir le système de CB un peu comme anciennement les services pack. On ne peut pas passer d'un SP2 à un SP1 et vice versa. Donc là, il faut s'imaginer que le SP2 sort pour les tout publics et qu'après, il sorte, une fois qu'il est diffusé à tout public, il passe en current branch for business et vous avez un certain temps pour le mettre en place. Windows Update for Business, c'est une solution qui va arriver pareil en novembre. On ne sait pas encore quelle forme ça va avoir malheureusement. On sait juste que ça va être un peu comme un WSUS pour gérer vos mises à jour, mais dans le cloud. Ça va s'interfacer avec tous vos outils existants, SCCM, WSUS également. Ça va vous permettre de gérer justement le déploiement des current branch for business, optimiser la bande passante sur le delivery des mises à jour à travers du peer-to-peer. Ça c'est une nouveauté de Windows 10 qui est pour le tout public, mais c'est également présent sur les branches entreprises. On peut, sur des sites avec peu de bande passante, imaginer un déploiement sur un poste et qu'après la mise à jour soit récupérée par tous les autres sur celui-ci, en interne. Également, les fonctionnalités de maintenance, les tests de validation, etc., comme WSUS. Les restrictions de la LTSB, comme je vous en parlais, certaines restrictions, typiquement, il y aura toujours les anciens supports justement des applications Win32, etc. Mais toutes les mises à jour fonctionnelles ne pourront pas être appliquées à la LTSB. Il faudra attendre la sortie d'une nouvelle LTSB. Edge ne sera pas compatible également. Voilà, certaines restrictions. On n'incite vraiment pas à pousser cette branche-là, sauf pour des systèmes vraiment complètement cloisonnés, type contrôle aérien, hôpital, etc. Donc voilà, j'ai fini de présenter à peu près tout ce qu'il y a présenté sur Windows 10. On reviendra après, pour ceux qui ont des questions, sûrement sur les cycles de mise à jour. C'est quelque chose qui a vraiment changé, qu'il faut faire vraiment attention et il faut vraiment être rigoureux et vraiment industrialiser le process de mise à jour pour pousser régulièrement une mise à jour et pas se laisser submerger. Parce que justement, si on laisse passer en mode entreprise, en current branch for business, si on en laisse passer 2, il devient très compliqué de rattraper le gap après.
On passe à la deuxième partie très rapidement. Office 2016. Alors, qu'est-ce qui a changé dans Office 2016? C'est un petit aparté. Donc, coédition en temps réel, bloc-notes, OneNote partagé, intégration de Skype, entreprise dans les applications. Alors, coédition partagée, ça c'est une nouveauté. Sur un Word, imaginons, on est deux à travailler dessus. Bah là, si c'est sur du Office 35, on va pouvoir voir où l'autre est en train de travailler, pas avoir à se marcher dessus. On peut même partager, voir ce que l'autre personne fait, etc. Même discuter avec elle. Bloc-notes, OneNote partagé, donc ça existait déjà un peu avant. Amélioration de la recherche, texte, images, vidéo, etc. à travers le partage dans OneNote. Le partage également, toujours simplifié. C'est vraiment le maître mot dans cette suite-là, c'est le partage. Donc possibilité de partager directement, voir les droits directement à partir du document, etc. L'historisation des versions, également simplifiée, plus facile à voir. Vous voyez là le petit volet historique, très facilement visible, voir qui a modifié quoi quand. Donc Skype for Business, également amélioré. On a la possibilité d'éditer un document à travers une réunion Skype, pouvoir donner la main en tant que modificateur d'un document à certaines personnes. Donc on peut vraiment faire des réunions pour travailler sur des documents, etc. Tout ça en live à travers Skype for Business. Office sur tous vos appareils où vous soyez. Donc ça c'est ce que je disais avant, c'est vraiment Office s'inscrit également dans cette logique-là, avoir la même expérience utilisateur partout. Ça s'adapte vraiment aux conditions. Donc là on voit typiquement, c'est ce qui se retrouve déjà avec Word, alors pas le Word classique de la suite Office 2016, mais Word mobile. On a la même expérience utilisateur d'un bout à l'autre, que ce soit sur iPhone, Android, tablette, PC, etc. Tout est pareil, tout est synchronisé en plus à travers Office 365. L'intégration avec Windows 10, vu que c'est le thème principal du webinaire. Donc intégration de Cortana dans Office 2016. Intégration d'Hello, donc pour déverrouiller les identités Office 365 tout en restant sécurisé. Cortana, donc qui prépare vos journées, qui permet d'interagir également avec votre Outlook par exemple pour vous dire il est temps de partir, etc. Alors, hop, Office mobile, OneDrive et Continuum. Donc Office mobile, ça a été, il y a eu vraiment un gros travail de fait. Maintenant, on a la même expérience sur iPhone, sur Windows Phone et même sur Windows 10. Office mobile étant une universal app, elle garde le même design, les mêmes fonctionnalités que ce soit sur un Windows 10 ou un Windows Phone 10, vu que c'est le même noyau. Optimisé pour le tactile, ça s'adapte aux écrans, donc forcément c'est une universal app. Donc compatibilité d'Office 2016 avec Continuum, comme je le disais, Office mobile, on ouvre son Excel sur son téléphone. Si on l'ouvre sur le téléphone mais connecté à un écran, on va l'avoir en full screen, avec une expérience étendue. Compatibilité Bluetooth, petite remarque, c'est compatibilité avec Miracast, donc une technologie de partage d'écran sans fil de Microsoft. Donc c'est compatible avec ça. Hop, recherche simplifiée dans Outlook, tri intelligent des emails, pièce jointe intuitive. Alors, pièce jointe intuitive, il y a eu un gros travail de fait également. Vous ouvrez un mail, vous voulez inclure une pièce jointe, avant il fallait aller rechercher le document, etc. Là on peut inclure des documents qui sont hébergés sur SharePoint, sur OneDrive, et pouvoir inclure en fait la pièce jointe à travers le OneDrive entreprise. C'est-à-dire qu'on va partager en fait en background un lien vers le OneDrive et on va lui donner la permission de le voir ou de l'éditer. Donc ça va éviter d'avoir à retransférer un document qui fait, je sais pas, on va dire 30 mégas, plutôt que d'avoir un document de 30 mégas envoyé par courrier, en fait on lui donne la permission de l'éditer ou de le voir seulement dans le OneDrive.
Donc comme ça, toutes vos données restent dans votre environnement. On n'a pas besoin de télécharger le document, de le renvoyer, etc. Également, quand on ajoute un document, il va nous proposer la liste des derniers documents édités. Donc ça va vous permettre de gagner du temps. Vous travaillez sur un document Word, vous le sauvegardez, vous quittez Word, vous ouvrez Outlook, et en fait, ça va être le premier choix qui va vous être proposé, c'est d'envoyer ce document-là. Hop. Alors, reprenez là où vous en étiez. Donc ça existait déjà. Maintenant, c'est une intégration du cloud. Donc on peut vraiment passer d'un device à un autre et reprendre là où on en était à l'édition de ce document, peu importe le device où on l'a édité. Recherche intelligente. Donc là, c'est une nouveauté également. Imaginons vous tombez sur un PowerPoint, typiquement là, sur les structures et résonances et les WIS, je ne sais absolument pas ce que c'est. On surligne le document, on va dans l'onglet Review, Recherche intelligente, et il va nous chercher directement sur le web, connecté à Wikipédia, Bing, etc. Il va vous proposer des résultats de recherche et vous pourrez faire vos recherches directement dans PowerPoint sans avoir à faire un copier-coller des mots, l'ouvrir dans notre navigateur, etc. Tell me, ça c'est une fonctionnalité qui va plaire à beaucoup d'utilisateurs. Vous aurez un bouton qu'est-ce que vous voulez faire, je crois que c'est le terme exact. Vous tapez verrouillage par exemple ou macro, quelque chose comme ça, il va vous proposer directement les choix en adéquation avec ce que vous cherchez, avec ce que vous vouliez faire. Donc typiquement, il y a des fonctionnalités, on ne sait pas toujours où elles se cachent dans un sous-menu perdu au fin fond de Word ou d'Excel, etc. Là, ça va vous mettre directement en relation avec le menu qui correspond à vos choix. Excel. Qu'est-ce qui a changé également dans Excel? Beaucoup d'améliorations, donc des nouveaux types de graphiques. Typiquement, voilà, des mises en cascade, des compartimentages, etc., des histogrammes, tout ce qui est boîte à moustache, etc., pour ceux qui utilisent les graphiques avancés dans Excel. Donc, des nouveaux types de graphiques. Également des analyses de prédiction avec des algorithmes, donc des algorithmes standards dans l'industrie, etc. Donc pouvoir faire du prévisionnel en fait sur vos chiffres, sur toutes vos données de BI, etc. Donc ça c'est vraiment ce qui a été mis en œuvre. Et enfin, pour la sécurité dans Office 2016, ça s'intègre vraiment dans l'idée de Windows 10. Prévention contre la perte des données, authentification multifacteur, donc ce qu'on appelle le MFA, pouvoir s'authentifier en utilisant un SMS ou un appel sur votre numéro de portable pour être sûr que c'est bien vous qui utilisez. Et gestion des droits relatifs à information, c'est ce qu'on a vu, c'est RMS. Ça va vous permettre de dire, voilà, tel document, il est ultra confidentiel, c'est impossible de l'imprimer, de faire une capture d'écran, etc. Ça, Windows va le comprendre, et Office aussi. Va vous permettre vraiment de filtrer ou de mettre à disposition justement un document tout en ayant une trace de est-ce que c'est bien lui qui l'a vu, est-ce qu'il ne l'a pas diffusé à quelqu'un. Donc là, on va pouvoir vraiment filtrer convenablement le contenu des documents. Donc ça, c'est à travers AMS et Office 2016. Faut savoir aussi qu'Office, pour conclure, Office 2016, comme tous les produits Microsoft, vont s'inclure dans cette politique, dans cette idée de current branch pour les mises à jour, avec des mises à jour fonctionnelles par vague qu'il faudra qualifier, qu'il faudra mettre à jour constamment, avec une current branch for business également pour les entreprises, donc avec des qualifications plus longues et plus complètes et plus pointues. Donc Office 2016 va également avoir une current branch for business. Et j'ai appris récemment que la suite System Center aussi va se mettre à jour de cette façon-là. Il y aura plus une grosse release, un Office 2020 par exemple. Ça va être une vague de mise à jour, une mise à jour fonctionnelle qui va apporter des fonctionnalités en plus, mais plus de mise à jour massive, on va dire.